Découvrez le mystère de Kazuhiro Kitase, un homme menant une double vie en explorant des paysages oniriques où le fantastique se heurte à la réalité. Plongez dans une histoire captivante de rêves, de dragons et de compagnonnages inattendus dès le début. Tout commence sur un pont au-dessus d'une rivière entourée de cerisiers en fleurs. Un homme traversant le pont réfléchit au fait que chacun a au moins un côté mystérieux. Certaines personnes sont considérées comme inspirantes, tandis que d'autres peuvent peindre des images saisissantes avec aisance. Elles peuvent être belles mais complètement dépourvues d'oreilles musicales, ou encore minces tout en étant de grandes gourmandes. Peut-être même peu attirantes mais populaires auprès du sexe opposé, et ainsi de suite. Cet homme sur le pont, lui aussi, a son propre côté mystérieux. Au milieu de la nuit, dans un bureau en plein centre-ville animé, un collègue invite Kitase à un bar où les employés se retrouvent après le travail. Il refuse poliment et part, ce que la femme avait prévu. Un jeune homme s'approche alors d'elle et fait remarquer qu'il n'a jamais vu Kitase partir à une heure inhabituelle. Après avoir pris le métro, le protagoniste rentre chez lui et partage brièvement son histoire. Il s'appelle Kazuhiro Kitase, un employé ordinaire qui accorde plus d'importance au fait de rentrer chez lui à l'heure qu'à gravir les échelons professionnels. Son hobby est la cuisine, ou plutôt, ce n'est pas qu'il aime cela en soi. Il ne déteste pas vraiment non plus. En réalité, la véritable passion de Kitase et la raison pour laquelle il vit, c'est dormir. Chaque nuit, il prépare son déjeuner et le pose près de son lit, mais plutôt que de continuer à expliquer avec des mots, il choisit de démontrer par ses actions. Depuis son enfance, Kitase a été fasciné par les mondes fantastiques où les humains affrontent des dragons avec des épées, des boucliers et de la magie. Il a lu tous les livres de ce genre disponibles jusqu'à ceux qu'il n'en reste plus. Puis un jour, il a commencé à rêver. Dans ses rêves, Kitase se retrouve dans l'un de ces S-mondes. Bien qu'adulte avec une vie réelle structurée, ici, il savoure librement ses aventures, qu'il s'agisse de tenter de vaincre des monstres ou de s'épuiser à leur échapper. Il a vécu sa part d'expériences effrayantes dans cet endroit, mais compte tenu de la beauté qui l'entoure, il se dit que ce n'est finalement pas si mal. Dans un de ses rêves, alors qu'il se lave le visage dans une rivière, Kitase voit son reflet dans l'eau et imagine que les gens vieillissent plus lentement dans ce monde, car il a toujours l'air d'un jeune homme. À ce moment-là, une fille aux oreilles pointues s'approche et l'appelle Kazuhiro. Kitase la présente comme Mariabelle, aussi connue sous le nom de Marie, une elfe qui, malgré son apparence juvénile, a un siècle et des yeux semblables à deux améthystes. Kitase mentionne qu'elle a été occupée depuis qu'elle a rejoint la guilde des sorciers, et elle remarque qu'il vit toujours dans cette terre primitive. Honnêtement, elle pense qu'il ressemble plus à un elfe qu'elle-même. Après un sourire en coin à son commentaire, Kazuhiro Kitase explique que son nom est Kazukiho, parce qu'il l'a mal orthographié en choisissant son nom dans ce monde quand il était enfant. Il invite ensuite l'elfe à explorer des ruines à proximité. Marie, agacée, lui demande si une fille humaine apprécierait une telle invitation. Kitase répond que cela dépend de la personne, mais si l'elfe accepte, il promet de lui offrir une collation unique. Lorsqu'elle l'interroge sur leur destination, il confirme qu'ils se dirigent vers les ruines Nazal. Kitase explique que les ruines Nazal étaient une ville souterraine devenue une cité fantôme il y a des milliers d'années, mais que les structures elles-mêmes ont peu souffert du passage du temps. La théorie la plus répandue sur ce qui s'est passé ici est qu'un virus aurait causé l'effondrement de cette civilisation. Cependant, Kitase se demande si une société si avancée magiquement aurait réellement pu disparaître pour une telle raison. Face à une structure ancienne des ruines Nazal, Kitase dit à Marie que c'est l'une des 7 merveilles de cet endroit. Curieuse, l'elfe demande si l'humain peut résoudre les mystères de cette terre, mais cela n'a pas vraiment d'importance pour lui si ce n'est pas possible, même s'il le souhaiterait. Pour lui, ce qui compte, c'est d'être aux côtés de Mariabelle.
À l'intérieur de la structure, l'elfe lance le sort astérisque, astérisque, sarja, astérisque, astérisque, qui fait apparaître plusieurs petites créatures illuminant l'environnement. Kitase remarque que C.S. Jean devait avoir une technologie incroyable pour maintenir cet endroit en bon état pendant tant d'années. Venant d'un pays où les tremblements de terre sont fréquents, il envie certainement ceux qui possèdent une magie de renforcement aussi puissante. En marchant, le jeune homme trouve un bon endroit pour qu'ils prennent une collation, et les yeux de l'elfe brillent comme ceux d'un enfant. Elle ouvre avec enthousiasme la boîte repas et commence à manger, prenant la première bouchée sans perdre de temps. Émerveillée par la nourriture, elle demande ce que c'est, et Kitase répond que c'est du sushi et de la riz. L'elfe conclut alors qu'elle a pris la bonne décision en venant avec Kitase. Cependant, quelqu'un observe leur conversation dans l'ombre. Après que la jeune fille ait mangé, son ami commente qu'il pourrait refaire cela une autre fois quand elle ne sera pas occupée. Mais Marie, offensée, rétorque qu'elle est toujours occupée à étudier la sorcellerie. Cependant, cela ne les empêche pas de passer du temps ensemble de temps à autre. Alors qu'ils continuent de marcher, Marie aperçoit quelque chose et tire Kitase en arrière. Avec un rapide coup d'œil pour voir de quoi il s'agit, un monstre armé de diverses armes apparaît. L'elfe est inquiète, mais Kitase n'hésite pas et fonce vers la créature à grande vitesse. À l'approche de l'humain, le lézard humanoïde lève son bras et salue Kitase, laissant Marie perplexe. Le lézard est jaloux parce que le garçon passe du temps avec mademoiselle l'elfe, mais Kitase clarifie qu'elle est venue uniquement pour la nourriture. Marie ne comprend rien à leur conversation, car les deux parlent dans la langue des monstres, qu'elle ne connaît pas. Lorsque Kitase revient vers son ami, elle est surprise qu'il ait appris cette langue. Il explique qu'il était attaqué si souvent qu'il a fini par sentir qu'il devait l'apprendre. L'elfe demande ce que le lézard a dit, et l'humain explique qu'il devrait se méfier d'un dragon qui dort profondément à l'intérieur de cette structure, car c'est la saison des amours. Cependant, Kitase aimerait beaucoup voir les œufs du dragon. Marie, en revanche, sait qu'une telle bête, en cette période de reproduction, devient encore plus féroce. Plus loin, Kitase et Marie rencontrent quelque chose dans l'obscurité que Kitase ne peut pas voir. Marie lui lance un sort de vision nocturne, permettant au garçon de voir le dragon endormi. En raison de la mana rayonnante émanant des écailles, Marie pense qu'il s'agit d'un dragon arcanique, et il semble vrai que cette espèce peut créer de la magie simplement en respirant. Si c'est réellement un dragon arcanique, ils sont en danger, car de telles créatures n'apparaissent qu'une fois tous les 1000 ans pendant la saison des amours et sont loin d'être amicales. Alors que Marie élève la voix, elle réveille accidentellement le dragon. Kitase lui demande de battre en retraite, mais soudain, une porte se ferme, scellant le passage derrière eux. Alors que le dragon s'approche, il décide qu'il est peut-être temps de dire adieu. La bête ailée souffle alors du feu sur la rosée, et des flammes se propagent dans toute l'enceinte. Au milieu des flammes, Kitase regrette de ne pas avoir admiré les œufs du dragon avant de presque finir en barbecue. Ensuite, il se réveille normalement dans son lit au Japon. C'est le côté mystérieux de Kitase. Il peut vivre à l'intérieur d'un rêve et même y manger. Honnêtement, il aimerait que ses rêves puissent durer plus longtemps. Surtout qu'il avait enfin réussi à sortir avec Marie. D'ailleurs, remarquant une étrange bosse sous la couverture à côté de lui, Kitase tire le drap et n'en croit pas ses yeux. C'est l'elfe elle-même, allongée à ses côtés. Jusqu'au lever du soleil, il reste pensif à ce sujet et ne parvient pas à fermer l'œil. Mariabelle se réveille complètement, encore ensommeillée, et commente que Kazuye Hill a l'air plus vieux que d'habitude. Kitase promet d'expliquer plus tard et demande si elle est blessée après tout, puisqu'ils ont été attaqués par un dragon. À ce moment-là, Marie baisse les yeux et pousse un cri en réalisant qu'elle est sans vêtements. Elle s'enroule dans la couverture et lui ordonne de lui trouver quelque chose à porter. Ainsi, Kitase passe son jour de congé à acheter des vêtements pour femmes, tout en se demandant pourquoi l'elfe était sans vêtements et surtout pourquoi elle est venue dans ce monde en premier lieu.
Après tout, le garçon a toujours cru que le monde fantastique n'était qu'un rêve. Plus tard, lorsqu'il rentre chez lui, Marie lui demande où il se trouve. Kitase réfléchit à la meilleure manière de formuler ces mots pour ne pas effrayer la jeune fille, mais en réalité, elle est éblouie par la taille du bâtiment où il habite, imaginant qu'il doit être super riche. Enchantée par tout ce qu'elle voit, elle demande ce qu'est cette chose géante au milieu de la ville. L'humain lui explique que c'est la tour du Skytree et que la vue de là-haut doit être magnifique pendant la saison des sakuras. Marie demande ce que sont les sakuras, mais Kitase préfère lui montrer en personne. Ils en profitent pour acheter de la nourriture dans la rue. En entendant cela, l'elfe ne sait pas comment le remercier et enlace son ami, mais finit par laisser tomber la couverture. Peu de temps après, pendant qu'elle s'habille, le garçon réfléchit. Si l'autre monde est réel, alors ils ont vraiment été touchés par le feu du dragon. Si c'est le Sias, peut-être que c'est Kitase lui-même qui a ramené Mariabelle. En parlant de la jeune fille, elle vient juste de finir de s'habiller. Alors Kitase lui donne un chapeau pour cacher ses oreilles, car il n'y a pas d'elfe dans ce monde. En quittant l'appartement, il lui demande si elle est prête à explorer le Japon dans ce nouveau monde, et elle lui assure qu'elle est enthousiaste à l'idée. Cependant, dans la scène suivante, elle est terrifiée à l'idée de monter dans une voiture. Ensuite, ils se rendent dans un restaurant. Après que l'humain ait passé la commande, l'elfe veut savoir pourquoi elle s'est retrouvée dans ce pays appelé Japon, puisqu'elle ne se souvient de rien au-delà de l'attaque du dragon arcanique. Elle réalise alors qu'elle est dans un pays où la langue lui est inconnue. Et Kazuye Hill semble plus vieux dans cet endroit. Honnêtement, le garçon n'a aucune idée non plus, mais il veut également découvrir la raison. Pour cela, il demande à Mariabelle si elle rêve aussi la nuit et si elle a déjà visité dans ses rêves des endroits qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Après tout, leur dernière sortie ensemble était justement un rêve dans le monde fantastique qu'avait Kitase. Puis, lorsqu'il s'est réveillé, Marie était dans son lit pour une raison inconnue, et c'est alors qu'il a réalisé que le monde qu'il pensait fictif était réel. En d'autres termes, il semble que Kitase soit capable de voyager entre deux mondes pendant son sommeil, mais il semble aussi que ce voyage puisse être déclenché lorsqu'il est attaqué par des monstres. Probablement, Marie l'a accompagné parce que Kitase l'a serré très fort au moment de l'attaque. À cause de cette théorie, l'elfe pense qu'elle est morte, mais le garçon est certain qu'elle ne l'est pas et qu'elle pourra retourner dans son monde dès qu'elle dormira ici. Quant à son idée, Kazuhiro explique que peut-être les deux univers ont une perception différente du temps ou qu'il ne vieillit dans le monde fantastique que lorsqu'il s'y trouve. D'ailleurs, comme son ami le lui demande, il lui dit qu'il a 25 ans sur la planète Terre. Marie est stupéfaite en apprenant cela, mais dès que la nourriture arrive, son expression change complètement et elle ne cache pas son amour pour cette étrange cuisine. Kitase suggère qu'il continue la conversation après le repas et l'elfe ne pourrait être plus d'accord. Peu de temps après, ils déjeunent ensemble et discutent d'autres sujets plus détendus entre deux bouchées. Après le repas, le Japonais conduit l'elfe étrangère au sakura, les célèbres cerisiers en fleurs de son pays. Fascinée par toute cette beauté, Mariabelle commence à croire qu'il y a tant d'esprits qu'elle n'a jamais vus auparavant. Kitase acquiesce et ajoute qu'au Japon, la saison des sakuras est une occasion spéciale et qu'il veut que son amie vive ce nouveau monde de la manière la plus intense possible tant qu'elle est ici pour cette courte période. Ainsi, Kazuhiro Kitase accueille Mademoiselle l'elfe au Japon. Marie répond en rougissant et en repliant ses cheveux derrière son oreille, ce qui impressionne également Kitase. Puis la jeune fille attrape son ami par le bras et marche avec lui à travers la place. À partir de ce jour-là, selon le protagoniste, il a commencé une nouvelle histoire aux côtés de Mariabelle. Après leur sortie, ils rentrent chez eux et Kazuhiro demande à son amie si elle aimerait prendre un bain. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, il se demande à voix haute ce qui se passerait si, une fois qu'elle serait retournée dans son monde, ils ne se revoyaient jamais, se rappelant que l'elfe doit aussi retourner à la guilde des magiciens. Cependant, Marie avait peur de la baignoire et n'entendit même pas ce que le garçon disait.
car toute cette eau chaude continuait de s'écouler par le trou, ressemblant à une sorte de magie noire. Riant de cela, le propriétaire de la maison lui tend quelques sels de bain pour offrir la meilleure expérience de bain possible. Satisfaite de l'opportunité, Marie-Abel commente qu'elle se sent comme une noble avec ces objets en main. Un peu plus tard, pendant que Marie se baignait, Kazuhiro coupait des oignons pour préparer le dîner et l'écoutait fredonner dans la salle de bain, pensant qu'il n'aurait jamais imaginé connaître ce côté de la fille, puisqu'il l'avait toujours rencontrée dans l'autre monde, où tout est bien différent. De son côté, Marie pensait à Kazuhiro dans la baignoire, à lui demandant de vivre ensemble, et à quel point cela serait merveilleux. Peu après, elle sort du bain et sent la nourriture presque prête. Lorsque le dîner est enfin servi, elle découvre une autre raison de tomber amoureuse de ce monde. Bien qu'elle n'ait pas encore goûté la nourriture, rien que l'apparence et l'odeur suffisaient à la rendre folle. Avant tout, Kazuhiro prononce une courte prière pour remercier pour le repas, et Marie prend la première bouchée. Bouleversée, elle s'exclame que la nourriture est délicieuse, bien que Kazuhiro pense que le plat est assez simple, une côtelette de sauce et un œuf. Alors que l'elfe insiste sur le fait que c'est la chose la plus savoureuse qu'elle ait mangée aujourd'hui, le garçon mentionne qu'il reste encore de la viande, de sorte qu'ils pourront emballer plus de cette nourriture dans des boîtes à lunch et l'emporter dans l'autre monde, car le propriétaire aime cuisiner de temps en temps. Marie comprend pourquoi, car après avoir mangé ce plat, il semble que tous les autres aliments perdent de leur attrait. Saisissant le sujet, Kazuhiro fait remarquer que, pour une raison inconnue, il ne peut emporter que sa boîte à lunch. Il a essayé d'apporter sa montre et une lampe de poche, mais cela n'a pas fonctionné. Marie demande ce qu'est une lampe de poche. Alors l'homme éteint la lumière et fait une démonstration, mais la jeune fille ne semble pas très intéressée par le gadget. Enfin, elle en déduit que les objets technologiques ne peuvent pas être transférés dans l'autre monde, mais Kazuhiro affirme qu'il ne peut même pas emporter un cahier et un stylo. Elle lui demande s'il a effectué un rituel pour prendre la boîte à lunch, mais la seule chose qu'il fait est de la placer à côté de l'oreiller. Avant tout, Kazuhiro prononce une courte prière pour remercier pour le repas, et Marie prend la première bouchée. Bouleversée, elle s'exclame que la nourriture est délicieuse, bien que Kazuhiro pense que le plat est assez simple, une côtelette de sauce et un œuf. Alors que l'elfe insiste sur le fait que c'est la chose la plus savoureuse qu'elle ait mangée aujourd'hui, le garçon mentionne qu'il reste encore de la viande, de sorte qu'ils pourront emballer plus de cette nourriture dans des boîtes à lunch et l'emporter dans l'autre monde, car le propriétaire aime cuisiner de temps en temps. Marie comprend pourquoi, car après avoir mangé ce plat, il semble que tous les autres aliments perdent de leur attrait. Saisissant le sujet, Kazuhiro fait remarquer que, pour une raison inconnue, il ne peut emporter que sa boîte à lunch. Il a essayé d'apporter sa montre et une lampe de poche, mais cela n'a pas fonctionné. Marie demande ce qu'est une lampe de poche. Alors l'homme éteint la lumière et fait une démonstration, mais la jeune fille ne semble pas très intéressée par le gadget. Enfin, elle en déduit que les objets technologiques ne peuvent pas être transférés dans l'autre monde, mais Kazuhiro affirme qu'il ne peut même pas emporter un cahier et un stylo. Elle lui demande s'il a effectué un rituel pour prendre la boîte à lunch, mais la seule chose qu'il fait est de la placer à côté de l'oreiller. Avec ces informations, Marie commence à croire qu'elle a le contrôle sur ce qui peut ou ne peut pas entrer dans son monde, et que cela doit avoir quelque chose à voir avec le fait que Kazuhiro ait réussi à la ramener sur la planète Terre. Peut-être que le garçon est en mission. De plus, avant de résoudre un problème, que leur arrivera-t-il après leur réveil, même si Marie parvient à retourner chez elle? Après tout, lorsqu'ils se réveillent d'un rêve, ils retournent au dernier endroit où ils étaient, c'est-à-dire dans le repère du dragon arcanique. Ainsi, Kazuhiro sort son carnet pour commencer à élaborer une stratégie pour résoudre le problème. La première idée est d'utiliser les œufs comme otages, car même s'ils pouvaient s'échapper, la mère dragon ne laisserait jamais quiconque vivant qui sache où se trouve son nid. Donc les deux seraient poursuivis pour toujours. En pensant à autre chose, Marie se souvient avoir lu que les dragons arcanes ont plus de connaissances que les humains.
Leur souffle génère du mana, de sorte que leurs réserves ne s'épuisent jamais. Les dragons de cette espèce ont le pouvoir de faire sombrer des îles et de soulever des volcans, et ont affronté les humains et les démons à de nombreuses reprises. Insatisfait de ces détails, Kazuhio lui demande si elle connaît quelque chose de plus trivial sur les dragons, comme un détail qui pourrait donner une idée de qui est la personne. Pour commencer l'épreuve, Marie pense qu'il serait préférable qu'elle serre le garçon dans ses bras, puisqu'ils étaient enlacés au moment du transfert. Lorsque les deux s'enlacent, l'elfe ressent la chaleur du corps humain et s'endort. Un peu plus tard, Kikaze et l'elfe reviennent au même endroit d'où ils sont partis. Malgré les excuses de Kikaze pour avoir causé tout ce tumulte, l'elfe admet qu'elle s'est bien amusée. Cependant, le dragon arcanique revient et manque de les frapper avec sa gigantesque queue. Après leur fuite, Kazuhio demande à son ami de rester proche, peu importe ce qui se passe, et se présente lui-même ainsi que Mariabelle au dragon. L'humain exprime ses regrets pour être entré dans le nid, mais confesse qu'il voulait simplement voir les œufs et qu'il avait contraint l'elfe à le suivre, raison pour laquelle la fille devrait être libérée. Complètement perdue par ce que le garçon dit, Marie se demande s'il parle le langage des dragons, tout en se souvenant de son commentaire précédent sur le fait que les dragons sont extrêmement territoriaux et qu'il est crucial de montrer qu'on n'est pas une menace, plus un autre détail très important. À ce moment-là, Kazuhio sort une bouteille d'alcool et l'offre au dragon en guise de geste de paix et de quelque chose de surprenant qui pourrait détendre l'atmosphère. Après tout, le garçon s'est rendu à Osloïc, une ville réputée pour son orge et sa boisson de malt. C'est dans cet esprit qu'il ouvre la bière. La dragonne, révélant sa voix féminine, est impressionnée que l'humain connaisse le langage des petits dragons, et ce qui lui plaît. Malgré cela, la bête ne comprend pas comment ce couple a pu réapparaître indemne, après avoir été anéanti par le feu. Si les deux expliquent la raison, leurs vies seront épargnées. Ils racontent donc l'histoire de tout ce remue-ménage et sont libérés par la dragonne elle-même, qui escorte Marie et Kazuhio hors de la grotte en toute sécurité. La dragonne montre ensuite ses œufs à l'humain, qui avait exprimé le désir de les voir. Aux côtés de l'elfe, le garçon s'agenouille et sent la chaleur que la bête utilise pour garder sa progéniture au chaud. Au milieu de tout cela, la dragonne perçoit une odeur intéressante et demande à Kazuhio s'il ne cache pas quelque chose. Il se souvient qu'il s'agit peut-être du Katsudon Obento qu'il avait préparé pour l'emporter et demande s'il dérange une créature. La dragonne répond que ce n'est pas ça, mais qu'elle n'est pas à l'aise pour parler avec ce corps et que la boisson contenue dans cette petite bouteille lui mouillerait à peine la bouche. La créature se met donc à mouler de la mana avec une intensité incroyable et crache une bave de lave qui révèle une forme humaine à l'intérieur. Après s'être transformée en femme, la draconienne ordonne au garçon de lui remettre immédiatement la boisson et la nourriture. Kazuhio réplique que sa nourriture n'est rien de spécial, mais la dragonne se rend compte qu'elle a envie de nourriture des êtres inférieurs, qu'elle ne pourrait jamais préparer elle-même. Elle se ravise donc et dit qu'elle voulait juste goûter pour satisfaire sa fringale. Perplexe par la conversation, Rui demande ce qui se passe et Kazuhio lui explique que la dame veut manger du katsudon. De plus, la draconienne précise qu'elle montrerait sa gratitude pour ce geste en offrant aux deux intrus une de ses écailles, qui fonctionne encore parfaitement avec son flux de mana. Étant donné que Marie avait montré de l'intérêt pour l'écaille plus tôt, Kazuhio accepte l'accord. Sans délai, la draconienne dévore l'obento comme si elle n'avait pas mangé depuis 2 semaines. Pour rendre le repas de son compagnon plus agréable, Kazuhio lui sert un verre de boisson osloïde. Elle avale ensuite le verre et faillit exploser de plaisir, bien qu'elle tente de faire semblant de rien pour maintenir sa supériorité. Satisfaite, elle demande si les gens mangent de tels repas tous les jours, mais Kazuhio explique que cette nourriture n'est pas disponible dans ce monde, ce qui est dommage, car la dragonne envisageait déjà de conquérir un village humain pour en assurer un approvisionnement régulier. À ce moment-là, Kazuhio dit à Marie qu'ils vont recevoir une écaille de dragon arcanique en échange de l'obento,
et l'elfe a du mal à croire à quel point cela est incroyable, car n'importe quel mage donnerait tout et bien plus pour mettre la main sur un tel objet. Après tout, ces Ezekay ont été à l'origine de nombreuses guerres et conflits à travers le monde. En parlant de conflits, alors que la dragonne termine de manger, elle ressent un énorme vide à l'intérieur d'elle en voyant le bol vide. Embarrassée, Kazuhiro l'informe qu'il y en a un autre, alors la femme lui ordonne de le lui passer immédiatement. Cependant, alors que le garçon regarde Marie, puisque la nourriture lui appartient, la dragonne lui promet une autre récompense. Cette fois, elle donne à l'humain une pierre dont la femme n'a aucune idée de la valeur, mais que les gens sont fous de posséder. Curieux, Kazuhiro demande de quel type de pierre il s'agit. Et la draconienne explique que la roche est imprégnée de son sang, car le jour où elle a pondu les œufs, son sang bleu a coulé sur la pierre. En entendant cela, Marie perd son calme et exige que Kazuhiro accepte l'offre, car il est impossible que cette pierre ne vaille pas une fortune. Ainsi, les accords étant conclus, la créature permet aux voyageurs de retourner dans son nid, à condition qu'ils apportent 4 obentos supplémentaires. Enfin, ils se disent au revoir, et Marie est bouleversée à l'idée qu'ils ont échangé une obenta contre une pierre imprégnée de sang de dragon. Après tout, on dit qu'un tel sang peut guérir n'importe quelle maladie. Kazuhiro propose de la vendre ou de la donner à quelqu'un en hydromel. Mais l'elfe craint que les gens ne les obligent à révéler où ils ont obtenu une pierre d'une telle valeur. Et si cela arrive, le nid de la dragonne risque d'être découvert. Soudain, Kazuhiro s'arrête de marcher un instant et déclare qu'il a compris pourquoi cette civilisation a été détruite. Le portant tous les 1000 ans, un dragon des arcanes pond des œufs à cet endroit. Sachant cela, les gens qui vivent à proximité ont probablement essayé de voler cet objet de valeur. Marie ajoute qu'une fois, le dragon a suivi les voleurs jusqu'à la ville souterraine, a chassé les habitants et y a fait son nid. Bien que cette histoire ne soit pas confirmée, si elle est vraie, elle correspond à la chronologie des ruines et à la fin de la ville. En pensant à cela, Marie décide de trouver une solution pour les objets après que la dragonne ait quitté le nid, laissant à Kazuhiro le soin de les garder en sécurité. Kazuhiro a peur de perdre les objets, mais l'elfe lui promet de ne pas se fâcher si cela arrive, car à partir d'aujourd'hui, ils pourront entrer dans une taverne et se vanter d'avoir rencontré un dragon des arcanes. Après avoir quitté les ruines de Nazel, le couple doit trouver une auberge, et Kazuyo regrette que leur séparation soit de plus en plus proche, mais Marie lui assure qu'elle retournera au Japon avec le garçon.